À l'origine, c'est Larry Foundation, l'écrivain qui présente le livre dans la préface qu'il a écrite pour nous, qui m'avait parlé de ce livre qui l'avait beaucoup marqué et qui avait jamais été traduit. Et donc je l'ai commandé sur Amazon, on l'a lu avec Carmela, on l'a beaucoup aimé, et après, impossible de trouver beaucoup d'infos sur Richard Kraviec, et aucun agent et aucun éditeur américain ne connaissait Richard Kraviec. Alors qu'il a été édité en 86 chez Viking Press, qui existe toujours, qui appartient toujours à Random House, et donc c'est une maison qui existe, qui est quand même la plus grosse maison d'édition américaine, je pense. Et en fait, personne n'avait entendu parler de ce type, et je l'ai retrouvé sur Facebook. Et oui, je suis obligé de remercier Facebook. Et en fait, au bout de désespoir de 6 mois on ne trouvait pas Richard Kraviec, j'ai trouvé un type, j'ai tapé son nom sur Facebook, et on a trouvé un type qui vaguement pouvait lui ressembler, vu la photo de la 4e de couve de l'édition américaine, 30 ans plus tard. Et c'était lui. Donc j'ai envoyé un petit message pathétique dans Hi, are you Richard Kraviec, the author, machin. Et en fait, les droits du livre lui avaient été rétrocédés, donc on a dealé sur Facebook, et en 3 messages Facebook, le livre était à nous. C'était mignon. Tout ça pour dire que je ne sais pas grand-chose de Richard Kraviec, à part que donc il a écrit ce premier roman qui a eu un beau succès critique à l'époque, qui a eu de la très bonne presse et des auteurs qui en ont beaucoup parlé. Il a écrit un deuxième roman qui a été un petit peu remarqué aussi, quelques années plus tard. Et après, il est assez vite sorti du système de l'édition traditionnelle, parce que encore plus aux États-Unis qu'ici, ça lui plaisait pas beaucoup. Et il est devenu éditeur, il a monté une sorte de... il travaille beaucoup avec des collectifs comme ça d'auteurs où ils font des anthologies, ils montent des maisons. Il a beaucoup travaillé aussi avec en fait à faire des ateliers d'écriture avec des détenus, avec des SDF, avec voilà, toujours avec ce côté très social de essayer de donner la parole à ceux qui n'ont plus. C'est ce qui est marqué en 4e de couverture, mais je ressors mes propres phrases de 4e de couverture. Et en plus, il est plutôt après parti vers la poésie. Il a continué d'écrire des textes, il a fait aussi un recueil de nouvelles. Et sinon, il a plutôt fait de la poésie, et ça se voit, je pense, dans son écriture, qu'il y a un travail sur la langue qui vient pas de nulle part, et qui est évidemment très lié aussi à son travail sur la poésie. Et ben là, il faut vraiment féliciter, louer et remercier Charles Recourcet, le traducteur, qui est un excellent traducteur. Nous, on l'avait trouvé, il nous avait été recommandé par plusieurs biais, et il avait traduit plusieurs bouquins qu'on avait beaucoup aimés. On ne le connaissait pas personnellement, et là, je trouve qu'il a vraiment réussi à faire un travail somptueux sur le décalage constant chez Kraviec entre l'élégance et la grâce très classique des passages descriptifs, qui sont vraiment magnifiquement écrits, et le langage très oral et la dureté, l'âpreté du propos. Et en fait, il y a toujours ce décalage dans la langue qui fait que certains de ces dialogues sont vraiment très tranchants. Il y a même beaucoup d'humour. Les chapitres ont des vraies chutes à chaque chapitre qui retournent souvent l'image qu'on a du personnage principal, Artie. Et ça demandait un vrai travail de traduction. À chaque fois, ces changements de niveau de langue. Et Charles l'a fait divinement bien, donc on ne peut que se féliciter de son travail. On est très content de l'avoir pris. Nous, il y a quelque chose qu'on aime bien dans la littérature avec Carmela, l'autre éditrice, c'est cet ancrage dans le réel de la littérature, et finalement ce qui rapproche Jandy du courant des romans noirs. Alors, aujourd'hui, on dit roman noir, on pense polar, mais plutôt dans le sens roman noir, ce qu'on appelait roman noir dans les années 30, c'est-à-dire tous les Jack London, John Steinbeck, Dos Passos, Hemingway, ces auteurs-là, qui avaient cette préoccupation de parler des laissés pour compte. Évidemment, c'était une des conséquences de la crise de 29 notamment, et qui parlait des laissés pour compte, qui parlait des petites gens, comme on dirait, et la tradition américaine, la littérature américaine a souvent eu cette tradition-là, qui a forcément un peu disparu quand la littérature s'est professionnalisée et est devenue un truc où il faut avoir fait un master qui coûte X milliers de dollars pour devenir écrivain aux États-Unis, le Master of Fine Arts, là, que tous les écrivains ont. Et aujourd'hui, il y a encore quelques écrivains comme Larry Foundation qui fait la préface, Eric Miles Williamson ou William Vollmann qui ont gardé cette tradition-là de parler des gens dont on ne parle pas. Et Kraviec, dans les années 80, donc on est en plein dans les années Reagan, donc Reagan, Thatcher, l'ultra-capitalisme, etc. Et il commence vraiment à y avoir un énorme fossé aux États-Unis entre les pauvres et les riches. Les pauvres deviennent plus pauvres, les riches deviennent plus riches, c'est pas nouveau. Et lui, il s'inscrit vraiment dans cette veine-là, et ce qui est très intéressant dans le livre, c'est qu'il arrive à raconter une histoire qui devrait être très mélo, voire pathétique, c'est-à-dire
l'histoire de ce couple de Artie et Jolene qui se rencontre, mais Artie est quasiment clodo et Jolene est à deux doigts de finir prostituée parce qu'elle a besoin d'argent pour nourrir son fils qui en plus est malade. Donc ça pourrait être un très mauvais mélo. Et il arrive en fait à jamais juger ses personnages, du coup à aller très loin dans la description de ce que peut être leur solitude, leur tristesse et la manière dont petit à petit ils perdent pied dans la société et bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils sortent en fait de la société et ils deviennent complètement marginaux, bien qu'ils espèrent toujours y revenir. On pense plus, alors il y a justement des libraires qui m'ont dit que ça leur rappelait les personnages de Carver, et c'est un truc qu'on n'avait pas pensé, mais en effet il y a quelque chose de ça. D'autres avaient pensé aussi à ces personnages de losers des films des frères Cohen, et il arrive comme ça à être dans cet entre-deux qui fait que, avec beaucoup de sincérité, il raconte des personnages qui sont très durs à mettre en scène finalement, parce qu'on peut virer vers le truc larmoyant qui serait pour le coup pas du tout ce qu'on cherche. Honnêtement, je sais pas s'il a des expériences de ces marges. Par contre, il a toujours et ça se voit dans ses autres textes et encore dans sa démarche aujourd'hui quand il travaille avec des marginaux, etc. Il a vraiment la conscience de l'humanité de toute cette partie de la population que finalement nous on considère plus vraiment comme humains, parce que quand on les regarde enfin justement on ne les regarde plus en fait, c'est les gens qui sont dans le métro, c'est les gens qui sont assis sur le trottoir tous les matins quand on va au travail, c'est des gens qu'on regarde plus, c'est des gens qui ne s'expriment plus, c'est des gens qui n'écrivent pas, c'est des gens qu'on ne voit pas dans les médias, etc. Donc c'est finalement toute une frange de population qui est devenue invisible, et lui il a toujours ce souci-là de nous rappeler qu'ils sont là, et je pense que c'est ça notamment qui guide en partie sa littérature. Après, je pense que oui, il a aussi une conscience de classe évidente qui fait qu'il n'aurait pas pu considérer l'écriture comme juste un art sans réussir. Voilà, il avait des choses à raconter aussi, il a des sujets dont il veut parler qui sont évidents quand on lit Dandy, quoi. Mais en fait, c'est ça aussi qui est bien dans le livre, c'est que c'est pas non plus ces sortes de romans prolétaires qui ont été très en vogue il y a quelques dizaines d'années sur le pauvre est un héros ou l'ouvrier est un héros, etc. Et là, il y a vraiment ce truc de... finalement, on voit que le personnage d'Artie et le personnage de Jolene, ils n'ont pas la grandeur d'âme et la grandeur d'esprit que leur auraient donné certains romanciers, notamment à une époque, certains romanciers de gauche ou marxistes, etc., qui avaient ce défaut un peu caricatural. Et là, il y a vraiment ce truc, on voit que c'est à la fois la société qui les rejette, et on voit que c'est aussi en ça que c'est vraiment un livre qui décrit le capitalisme et qui le dénonce, mais qui le décrit très bien, qui le dénonce très bien en le décrivant. C'est ce côté, finalement, à quoi aspirent Artie et Jolene, ils ne le savent même pas, et ils aspirent juste à pouvoir aller faire des courses et remplir le caddie comme tout le monde. Ils aspirent juste à avoir une baraque, ils aspirent juste à avoir une maison de vacances, et ils sont eux aussi, finalement, prisonniers de ce rêve de... la maison, le chien, le couple idéal et ce rêve de la société de consommation, et ils n'arrivent pas à s'en extraire et à justement transformer cette envie-là en, en une démarche politique, en une prise de conscience d'un système qu'il faudrait combattre ou d'un autre système qu'il faudrait créer. Au contraire, ils sont vraiment prisonniers, et c'est là que je trouve que sa vision est très perspicace et très intéressante et très fine. C'est que c'est pas du tout les gentils pauvres contre le système, ils sont dans le système aussi et ils rêvent en fait d'entrer dans le système, et on le voit bien avec le personnage d'Artie, dont le fantasme d'Artie, c'est quand même de devenir un dandy, de devenir ce personnage complètement intégré, et finalement un personnage qui serait complètement banal, inintéressant, qui serait Monsieur Tout-le-Monde. Il rêve de devenir Monsieur Tout-le-Monde finalement. Et l'auteur est très cruel avec Artie, et du coup Artie on est très drôle. Il est cruel, mais en même temps, en fait, il fait basculer sans cesse Artie. Au début, Artie, c'est un personnage assez touchant, puisqu'on se rend compte donc, que voilà, il est pauvre, qu'il fait durer sa bière toute la soirée, parce qu'il peut pas en payer une deuxième, tout simplement. Puis on se dit, il a peut-être un côté un peu malsain, parce qu'il va attendre Jolene à la sortie du bar, et on sait pas vraiment ce qu'il lui veut. Et après, on le trouve calculateur, et après, finalement, on le trouve touchant. Et en fait, il a cette manière de construire un personnage assez épais et assez complexe, déjà, qui est vraiment un vrai personnage travaillé, quoi. C'est pas juste un cliché de pauvre ou de méchant ou de gentil, mais
il a en plus sa manière à chaque chapitre de nous changer la vision qu'on a d'artiste, ce qui fait que c'est un personnage extrêmement agaçant. C'est un personnage qui des fois auquel il est dur de s'identifier par exemple, mais en même temps c'est un personnage qui tout de suite crée un lien avec le lecteur, parce que finalement quand on le déteste, on le déteste vraiment beaucoup, mais au bout d'un moment on se rend compte qu'il a ses raisons aussi, et il a vraiment cette manière de lui faire changer un petit peu comme un caméléon à chaque chapitre, à chaque fois en le présentant un peu plus profondément, en étant un peu plus subtil, pour se rendre compte que voilà, c'est pas un personnage qu'on peut adorer, c'est pas un personnage qu'on peut non plus détester. Ce livre, il dépasse un peu on aime, on n'aime pas, il dépasse la littérature d'évasion. On est dans une écriture à la fois très réaliste et, comme tu dis, avec une construction qui rend toute la complexité de la réalité. Donc c'est un témoignage, et en plus c'est quand même une excellente fiction. Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous a plu. Pour revenir à la question de ce qui nous avait plu dans Dandy, c'est qu'on n'est pas non plus en recherche de livres politiques. Et de la même manière que pour Mémoire d'un bison, c'est pas le côté politique on ne cherche pas de livres politiques, on cherche d'abord à faire de la littérature. Et Mémoire d'un bison, c'est dans le fond une autobiographie, donc on aurait pu dire que c'est un essai, mais pour nous, c'est vraiment une œuvre littéraire importante et très intéressante. Et en effet, la qualité première de Dandy, c'est que Richard Kraveck est un très grand romancier, parce qu'il arrive avec seulement deux personnages et demi, avec l'enfant, mais qui interagit pas réellement comme un personnage, à construire un univers et à dire des choses, mais avant tout c'est de la littérature, c'est pas un roman à thèse, c'est pas un roman anticapitaliste, c'est pas un roman politique. Par contre, c'est un roman qui met en scène un univers qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on évite, en général, c'est un univers qu'on n'a pas forcément côtoyé de près, et qui a cette manière de regarder les personnages dans les yeux et de leur faire dire des choses qui nous surprennent, nous émeuvent, etc. Mais c'est d'abord une histoire d'amour, finalement. Ça reste quand même un homme qui rencontre une femme, et il va y avoir ou pas une histoire d'amour, mais ça reste sur ce schéma ultra classique, mais qui décale dans un milieu qu'on ne connaît pas forcément, qui est inhabituel pour ce genre d'histoire romantique, j'allais dire, et qui fait que du coup, l'histoire d'amour est complètement pervertie et complètement abîmée par tout le contexte qu'il y a autour, par ce que traînent les personnages et par ce qu'implique leur rencontre. Mais en effet, c'est avant tout, à notre avis, un roman très intéressant. Et après, finalement, que certains y voient avant tout l'histoire d'amour, que certains y voient avant tout le côté politique, ça c'est peut-être mon défaut ici, mais il y a beaucoup de facettes à ce roman. Les deux sont très imbriqués, puisque ça narre quand même la façon dont un système global peut pervertir les sentiments les plus intimes, et les conceptions du monde. C'est ça, c'est qu'on voit finalement que les personnages de Kraveck sont tellement à la fois écrasés par cette société et mis à l'écart de plus en plus de la société qu'ils n'arrivent plus finalement j'allais dire à vivre, mais c'est quasiment ça. Alors le titre original, c'est Time Sharing, qui est en fait c'est un truc très développé aux États-Unis, mais qui existe aussi en Europe, de ces appartements, notamment ces appartements de vacances qu'on achète pour une somme très basse, pour quelques centaines d'euros. On a un appart, mais en fait on n'a pas un appart toute l'année, on a un appart une semaine par an. Donc on peut acheter un appart à Ibiza pour 500 euros, et en fait on a le droit d'y aller qu'une semaine par an, puisque les 51 autres semaines, c'est quelqu'un d'autre qui a payé 500 euros qui a l'appart. Donc ça, c'est un truc qui était assez développé aux États-Unis, qui était assez à la mode dans les années 80, et qui est une des scènes cruciales du livre. C'est la scène où les deux personnages se rejoignent avant que l'histoire change complètement et bascule encore une nouvelle fois, et qui est la scène qui cristallise un petit peu la manière dont Artie, notamment, et Jolene, mais surtout Artie, comprend que finalement il ne fait plus partie de cette société-là, et que la société le regarde soit avec mépris, soit avec pitié, mais en tout cas ne le regarde plus comme un homme normal, que du fait de sa pauvreté, il n'est plus comme les autres. Et alors, time sharing en français, ça se traduit par multipropriété. Donc va sortir un roman qui s'appelle Multipropriété. Et encore une fois, c'est Charles Recourcet, notre brillant traducteur, qui a eu l'idée d'appeler le livre Dandy, qui est à la fois le prénom du gamin de Jolene, qui est à la fois l'homme dont rêve Jolene, qui rêve d'un prince charmant et qui a eu que des histoires d'amour désastreuses et des histoires sexuelles désastreuses parce qu'elle n'a jamais réussi à trouver l'homme qu'elle voulait. Et c'est comme ça que se voit ou que se rêve Artie, qui est persuadé, qui n'a pas conscience que son comportement et que sa misère ont déjà fait de lui un homme qui ne fait plus partie de ce monde-là. Donc c'est un titre qui relie un petit peu les trois personnages et qui a ajouté une petite touche d'ironie qui va bien, je pense, avec
avec la manière dont Richard Kraviec a écrit l'histoire, puisqu'il le fait toujours avec un petit recul qui apporte voilà, de l'humour ou un décalage, où il y a des dialogues complètement délirants, comme quand Artie demande à sa mère qu'est-ce qu'il faut offrir à une fille pour la récupérer, et qu'elle lui explique qu'il faut acheter du thon à une fille pour qu'elle comprenne qu'on veut vivre avec elle. Enfin voilà, des sortes de scènes comme ça. Ça influence la lecture et la perception du personnage du bébé, puisque le livre s'appelle Dandy, donc on donne, je pense, une espèce d'attention à ce personnage qui est quand même au final aussi complètement délirant. Ouais, parce qu'en fait, donc Artie rencontre Jolene, Artie drague Jolene, mais Jolene a déjà un enfant. Et en fait, l'enfant est pas vraiment un personnage à part entière, puisque comme on a dit, voilà, il ne parle pas, il ne bouge pas vraiment. Mais par contre, c'est un personnage qui va cristalliser leur relation et à la fois la peur d'Artie de s'engager et en même temps ce qui fait que Jolene est à la fois fière d'avoir un fils et en même temps c'est un boulet attaché à sa cheville puisqu'elle doit nourrir son fils, elle doit s'occuper de la maladie de son fils, elle ne peut pas être complètement libre parce qu'il y a son fils à la maison, etc. Donc c'est un personnage qui finalement va très vite se trouver entre Artie et Jolene et devenir un point d'équilibre du roman. Donc je pense que c'était pas... En effet, ça souligne ce personnage, mais à mon avis, c'est pas une mauvaise chose parce que la manière dont il est construit en fait un personnage un peu balancier dans le roman. Qui se balance beaucoup d'ailleurs. Qui se balance beaucoup. C'est un point d'équilibre qui n'a pas d'équilibre. Vos parutions à venir cette année chez Tusitala? Alors on va lancer une nouvelle collection de rééditions. Donc la première devrait paraître en mars. Et en mai, on va avoir la suite du fameux livre d'Oscar Acosta, Mémoire d'un bison. Suite et fin de ses aventures avec la révolte des cafards, qui raconte cette fois, à la fin du premier volume, il arrive à Los Angeles, et là, ça reprend à Los Angeles, où il est un des leaders du mouvement de Chicano. Et du coup, il se retrouve en plein mouvement des droits civiques, il est un avocat très exposé, le FBI... veut se débarrasser de lui, des Chicanos sont assassinés en pleine rue, et donc c'est tout le Los Angeles du tout début des années 70 qui nous est raconté, avec évidemment encore pas mal de drogue et d'alcool, parce que c'est Oscar Acosta. Mais voilà, c'est un livre qui est, pour ceux qui ont lu le premier était très enjoué, drôle et décalé, et le deuxième est beaucoup plus sombre et pessimiste, puisque... on verra qu'il sent en fait que voilà, c'est la fin aussi du mouvement des droits civiques et c'est la fin de cette société-là qui de ce moment-là, ou de ce moment d'espoir en fait énorme des années 60 qui en fait ne réussit pas à concrétiser cet espoir finalement, sauf sur quelques petits points. Et donc c'est un roman qui est très différent du premier en fait, tout en étant peut-être encore mieux tenu et mieux écrit puisque c'est son deuxième livre. Et voilà, donc ça c'est notre parution de mai, et puis pour la suite... on laisse du suspense.